Alors, bonjour et bienvenue au deuxième webinaire de la série Parlons d'éducation, à l'initiative du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation, en collaboration avec le Bureau des diplômés de l'UQAM. Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Je serai votre animateur pour ce webinaire, ayant pour titre aujourd'hui Enseignement à distance au niveau collégial et universitaire. C'est avec grand plaisir que nous accueillons Mme Diane Leduc et M. Alain Stockless pour discuter de ce sujet tout à fait d'actualité. Laissez-moi le soin de vous présenter nos invités. Alors, tout d'abord, Diane Leduc est professeure titulaire au département de didactique de l'UQAM, directrice de l'Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages et co-directrice du réseau Papier, Pédagogie, Architecture, Arts et Paysages. Elle s'intéresse aux pratiques pédagogiques au postsecondaire, à la formation des professeurs et à l'évaluation des apprentissages, notamment dans des contextes artistiques. Ensuite, M. Alain Stockless, est professeur au département de didactique de l'UQAM. Il s'intéresse aux technologies éducatives, à la formation en ligne et aux environnements numériques d'apprentissage. Ses travaux de recherche portent sur le développement des compétences numériques chez les enseignants, l'amélioration de l'expérience éducative en ligne et sur l'engagement émotionnel en formation en ligne. Avant de débuter les échanges, je vous rappelle en fait aux participants que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre à vos questions. Alors, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. En fait, c'est notre deuxième webinaire de la série, alors c'est encore tout nouveau pour nous. On va essayer d'être le plus intéressant possible, bien évidemment. Alors, ça me fait bien plaisir de vous accueillir. Tout d'abord, évidemment, je vous pose des questions et on en discute et on échange. Alors, si vous pouviez, là, peut-être à tour de rôle ou du moins en échange, nous parler un petit peu des bonnes pratiques en enseignement à distance. Oui, bien, bonjour. Merci beaucoup, Martin, pour la présentation et aussi pour l'invitation sur ce sujet de l'heure, si on peut dire, depuis quelques mois. Donc, quelles sont les bonnes pratiques en enseignement à distance? C'est une question qui est quand même assez difficile à répondre, mais je vais tenter de proposer évidemment des pistes. D'entrée de jeu, enseigner à distance, c'est évidemment pas aussi intuitif qu'enseigner en présentiel. Déjà, les enseignants ont vécu une expérience d'enseignement. Ils ont été dans une classe, ils ont fait des apprentissages dans une classe. À distance, c'est peut-être pas nécessairement le cas pour tout le monde, à part depuis quelques mois, on pourrait dire, mais dans l'ensemble, je pense que c'est souvent, je dirais, un nombre restreint de personnes qui ont vécu une expérience à distance. Donc, on ne pourrait pas dire que finalement, c'est un même métier en quelque sorte. Par contre, par rapport à différents éléments, j'aimerais dire qu'il existe de nombreux ouvrages de référence. Si vous regardez, entre autres, sur certains sites web où vous faites la recherche de bouquins, vous allez trouver là une pléthore de bouquins. Il ne manque pas de références là-dessus. Il y a également aussi de nombreux sites web qu'on peut consulter qui abordent la formation à distance dans un sens large, là, à différents niveaux. Il y a également aussi beaucoup de recherches. Hein. C'est un domaine là, qui est en effervescence, pas depuis la pandémie, mais bien avant. Juste avant, j'ai regardé, entre autres, sur Google Scholar, quand on tape Distance Education, on retrouve plus de 5 millions d'entrées. Quand on tape aussi en français formation à distance, on retrouve à peu près le même nombre de liens. Donc, c'est pour montrer qu'il y a quand même de nombreuses références là, de différents niveaux et différentes perspectives. Maintenant, si les bonnes pratiques existeraient, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui à en parler. On ne serait pas là à en discuter, puis on les appliquerait, puis on le ferait là. Donc, il existe, je suis désolé parfois de dire ça, mais il n'existe pas un livre de recettes, et le livre de recettes qu'on appliquerait serait si simple, mais ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, ce qui fait que
ça ne peut pas fonctionner, c'est qu'il y a certaines pratiques qui fonctionnent très bien dans un contexte et on reprend cette pratique-là, on le fait dans un autre contexte et ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a de nombreuses variables qu'on doit tenir compte, entre autres le profil des étudiants, d'où viennent nos étudiants. Ce n'est pas la même chose que s'ils étaient en région, que s'ils étaient en ville, notamment pour l'accès à Internet. Quelles sont les ressources aussi que j'ai à ma disposition, autant sur le plan pédagogique, technique, les outils. Il faut tenir compte aussi de l'infrastructure qui est en place, qui vient quand même teinter fortement la formation que je vais mettre en place, notamment l'environnement numérique d'apprentissage. Ce qui fait que, compte tenu de ces éléments-là que je viens d'énoncer, je pense qu'une bonne pratique de façon générique, ça serait peut-être l'idée de mettre en place une démarche de design pédagogique, en tout cas, à tout le moins d'en tenir compte. Le design pédagogique existe depuis un bon bout de temps, hein, la formation à distance aussi. Et l'idée de mettre en place une démarche de design pédagogique, c'est qu'on va tenir compte de façon systématique le dispositif qu'on va développer pour pouvoir optimiser le plus possible l'apprentissage de nos étudiantes et étudiants. Donc, c'est ce qui va répondre le plus possible aussi, évidemment, à notre contexte. Maintenant, les démarches de design pédagogique, il en existe plusieurs. Entre autres, peut-être que vous avez entendu parler du modèle ADI, dont le A veut dire analyse, le D design, le deuxième D développement, par la suite implémentation et évaluation. Donc, l'idée de mettre en place une démarche de design pédagogique, ça fait en sorte aussi qu'on ne se lance pas tout de suite dans le développement et ça évite aussi d'escamoter cette phase d'analyse-là qui est tellement importante pour pouvoir mieux répondre possible aux besoins de nos étudiants en mettant en place, évidemment, le dispositif qui va optimiser l'apprentissage. Pour revenir maintenant à la question initiale, si je pourrais dire, par rapport aux bonnes pratiques, bien, je pense qu'il y aurait quand même peut-être un ouvrage de référence à proposer. Une sommité en quelque sorte dans le domaine, M. Bates, qui a fait un Open Textbook, donc, qui est accessible gratuitement en ligne, qui s'appelle Teaching in Digital Age, qui a une version française aussi depuis l'année passée, il me semble, ou il y a 2 ans, qui s'appelle Enseigner à l'ère du numérique. Donc, je pense que ça fait quand même une bonne base, mais je pense que jumelé à une bonne démarche de design pédagogique, je pense que c'est un élément vraiment important qui permettrait de faire une bonne formation pour nos étudiantes et étudiants. Maintenant, je vais laisser Diane compléter. Ouais, comment compléter après une réponse aussi élaborée déjà? En premier, merci Martin pour cette invitation-là et merci le Bureau des diplômés de nous avoir invités à parler d'enseignement à distance. J'ajouterais 2-3 petites choses simplement que l'enseignement, c'est complexe. Hein? Ça nécessite une formation, ça nécessite de mettre en place plusieurs facteurs. Ça joue sur plusieurs facteurs. Il y en a qui ont ça de façon très naturelle, très intuitive. Il y en a pour qui ils ont besoin d'aller se former, d'aller lire, de faire du travail réflexif. Chacun vit l'enseignement à sa manière et c'est un peu ce que plusieurs ont vécu avec l'enseignement à distance. Tout le monde aussi arrive avec ses conceptions aussi de ce qu'est l'enseignement, de ce qu'est la distance, de ce qu'est l'apprentissage. Fait que ça, c'est sûr que ça a aussi influencé la façon dont ça influence la façon dont on aborde l'enseignement à distance. Et donc, ça influence nécessairement aussi nos pratiques, on le sait. Nos conceptions sont des noyaux hein, qui forgent nos façons de faire, qui forgent nos pratiques, qui orientent nos manières d'être en classe, nos manières d'aborder l'enseignement et l'apprentissage et l'évaluation aussi. Donc, tout ça mis ensemble, je vais dire comme Alain, il y a pas, on ne donne pas de réponse, en fait, à votre question. On ne donne pas de réponse claire sur c'est quoi les bonnes pratiques. Je dirais aussi, j'ajouterais que Alain a parlé de la recherche. Bien sûr, la recherche présentement, elle est en enseignement à distance, elle est vraiment très, très effervescente, comme il l'a dit, en pleine expansion. Mais en même temps, l'enseignement, c'est difficile à faire de la recherche sur l'enseignement. C'est complexe aussi parce qu'on a rarement de réponse sûre à 100%. Je dis souvent à mes étudiants que mon expression préférée, c'est « ça dépend ».
à chaque fois, ils me disent « Ah, mais est-ce que je peux faire un APP avec la formation à distance? » Oui, tu peux faire une approche par problème, une approche par problème en formation à distance, mais ça dépend comment tu vas la faire. Tout dépend à chaque fois de plein de facteurs. C'est ça qui fait en même temps la beauté puis la richesse de l'enseignement. En même temps, c'est sûr que ça donne une couleur très, très intéressante à l'enseignement. Puis sinon, ben, je dirais qu'il y a plusieurs pratiques, comme Alain le dit, qui ne se transposent pas, mais il y a plusieurs pratiques aussi qui se transposent. Et quand on est dans la formation à distance, ce qu'on suggère ou ce qu'on propose plutôt de faire, c'est vraiment de penser nos pratiques comme une transformation et certainement pas comme une transposition. Parce que si on fait juste transposer, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne marcheront pas, qui ne fonctionneront pas, qui ne s'arrimeront pas de la même manière. Fait qu'il faut prendre notre pratique puis voir avec la distance comment je peux la transformer pour qu'elles atteignent les mêmes buts qui sont normalement, en tout cas, qu'il y ait un apprentissage, idéalement des apprentissages durables, de qualité et tout ça. Donc, il faut vraiment se centrer sur une transformation. Et pour ça, de nos pratiques, et pour ça, ben, ça demande d'être réflexif, ça demande d'être ouvert à toutes les informations qu'on reçoit. Alain a un petit peu parlé de tout ce qui est disponible. Je peux compléter et terminer la réponse en disant aussi que allez consulter, formez-vous une bonne pratique si vous la faites toujours uniquement de façon intuitive, mais que vous ne connaissez pas tout ce qui est sous-jacent à cette pratique-là. Ça peut rater sa cible. Donc, allez vous former. Vos établissements offrent aussi tous ont des centres de développement pédagogique. Il y a des formations, il y a des ateliers, autant sur le numérique que sur l'enseignement. Je pense que un complément de réponse à ça, c'est quelles sont les bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est d'aller se former, de lire, de s'informer et d'adopter une pratique réflexive. Absolument. Très intéressant. Je rappelle aux participants que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section clavardage et que lorsque ce sera possible, on pourra tenter de répondre à vos questions. Je me permets, avant de passer aux différents défis de l'enseignement à distance, je vous pose une question comme ça. Est-ce que le contexte actuel qui précipite peut-être un peu les choses pour plusieurs enseignants, est-ce que on peut espérer que bon, c'est sûr, on n'est pas devin, là, mais quand je regarde dans mon organisation comment ça a précipité les choses au niveau de l'enseignement à distance, on espère être capable de garder tous les meilleurs aspects de ce qui est en train de se passer. Et on espère que pour la suite des choses, ben, on va garder un petit peu de tous ces éléments-là, du moins qu'on va garder le meilleur. Est-ce que selon vous, on va rapidement retomber dans nos vieilles habitudes ou ça va être tellement miraculeux qu'on ne pourra plus s'en passer? Avant de parler des défis. Moi, je dirais que spontanément, j'ai pas l'impression, je pense que ça va dépendre des gens, bien sûr, ça va dépendre des profs, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont sortir indemnes de ça, que la transformation va être bien entamée. On a déjà des témoignages de différents collègues à différents niveaux qui disent qu'ils vont améliorer maintenant leur enseignement en présence grâce à ce qu'ils ont fait à distance. Et c'est sûr que là, l'urgence de la situation fait que plusieurs ont fait ça vite, on fait ça parce qu'il manquait de temps, mais c'est pas neutre, ces transformations-là sont pas neutres. Ça va avoir, moi je crois que ça va avoir des impacts, ça va avoir des effets qui devraient durer. Maintenant, est-ce que ces effets-là seront petits, gros, moyens, à long terme, à court terme, on ne sait pas trop, mais je pense que tout le monde va en sortir au moins avec une sorte de transformation. On va en sortir gagnant au final quand on sera sorti de la crise puis qu'on va pouvoir respirer et s'occuper de notre santé mentale aussi en même temps, mentale et physique en même temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain. Mais, pour compléter, effectivement, là, il y a quelque chose qui va se passer. Ce que je remarque, par contre, et on le voit dans différentes sphères de la société, j'ai l'impression que là, présentement, il va se produire une polarisation
entre ceux qui y croient vraiment, puis qui s'impliquent, puis qui ont vu un potentiel pédagogique énorme pour l'enseignement à distance et à différents niveaux, hein, pas juste au niveau de l'apprentissage, mais des fois, ça fait la différence entre être capable de suivre une formation, puis pas être capable, là. Donc, il y a ces éléments-là, tout ce qui est conciliation, travail, famille, tout ce qui est aussi flexibilité en termes de temps et de lieu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir toutes ces possibilités-là. En contrepartie, il y a ceux qui résistent au changement et qui résistent très fort, là. J'ai vu des comparaisons où c'était assez éloquent. Et aussi, j'ai remarqué que certains, ben, ceux qui résistaient un peu, résistent encore beaucoup plus fort. On a vu dans peut-être certains articles dans les médias qu'on courait à la catastrophe, puis que là, ben, on se retrouvait avec un déficit pédagogique et d'apprentissage vraiment incroyable. Mais bon, je pense que finalement, on va se retrouver avec cette polarisation-là, beaucoup, beaucoup plus importante. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Est-ce que on va pouvoir mettre en place davantage une infrastructure pour permettre la formation à distance, pour qu'elle puisse là, s'opérationnaliser? On verra, mais je pense qu'on vient de mettre des balises quand même. En tout cas, on vient de tracer un chemin assurément là-dessus. Ah, même une autoroute, je pense. Plus qu'un chemin de campagne. Oui, Je assurément, pense. un chemin à haute vitesse, si on peut dire. Écoutez, ça me permet de revenir au défi de l'enseignement à distance. Je pense que c'est ce qui va intéresser beaucoup notre public. Alors, pour vous, je commence avec Diane. Oui. Et on enchaîne, en fait, on discute. Alors, Diane, les défis? Ben, il y en a plusieurs. Ça dépend de à quel niveau on se place, hein. Si on se place au niveau de l'institution, il y a nécessairement des défis d'infrastructure. Bon, en présentiel comme à distance, là en plus avec la crise, on ajoute d'autres contraintes. Donc, avoir accès au réseau et à des lignes, des connexions Internet, ce qui est comme maintenant une base. Hein, pour tout ce qu'on fait, on a toujours besoin d'avoir du réseau. Et on sait qu'il y a dans certains milieux, notamment socio-démographiquement défavorisés, ils n'ont pas tous accès au réseau. Donc ça pose problème. Les infrastructures aussi en termes de serveurs, pour être capable d'enregistrer, de stocker toutes les données, tout ce qu'on fait dans nos cours, par exemple dans Moodle et tout ça, toutes les vidéos, ça prend du temps, ça prend de la mémoire, ça prend de la place. Des ressources humaines aussi, hein, des infrastructures, pas de structures, mais de structures humaines liées à ce que les techniciens, les aides, les conseillers pédagogiques, tout le monde autour de l'enseignement à distance, parce que ça, c'est un des défis de l'enseignement à distance aussi, c'est on est moins cloisonné. En tout cas, comme enseignant, on est difficilement toujours maître de l'ensemble de la situation. Et on est obligé de faire appel à des personnes extérieures, à des collaborations. Fait que ça fait aussi un autre défi, en fait, c'est de s'ouvrir et de laisser entrer dans nos cours, laisser entrer dans nos planifications des gens qui viennent de l'extérieur, comme un technopédagogue, par exemple, ou un conseiller pédagogique. Pour certains, c'est pas facile, en fait, de faire ça. Certains ont souvent enseigné tout seul dans leur bulle, particulièrement à l'université. Fait que là, ça décloisonne beaucoup. Et ça, c'est riche en même temps. C'est un défi, mais je pense que c'est plutôt intéressant pour l'avenir. Je dirais qu'un autre défi, ça serait la motivation, trouver des façons de faire qui favorisent la motivation des étudiants. On l'entend beaucoup, on l'a entendu, nous, Alain et moi, et notre entourage dans les recherches qu'on mène. L'une des préoccupations principales des enseignants, c'est comment je vais arriver à distance à motiver mes élèves, comment je vais m'assurer que mes étudiants sont intéressés par ce que je fais. Et puis là, ben ça, c'est un défi aussi, mais ça revient un peu aux bonnes pratiques de tantôt, à notre réponse de tantôt. Si on veut s'assurer de motiver ses étudiants et d'être intéressant,
se former, c'est une bonne idée aussi. Peut-être là, imaginer une formation plus longue, mais ça, c'est un autre défi aussi de l'enseignement, de l'enseignant, c'est aussi de faire des formations courtes, c'est bien, c'est des ateliers qui peuvent nous mettre dans l'action, mais des formations longues aussi qui nous renvoient à notre posture d'enseignant aussi par rapport à la formation à distance, à notre posture d'enseignant tout court aussi, comme professionnel. Ça demande un autre genre d'investissement, mais c'est un défi qu'on a formé les enseignants à l'enseignement, à l'apprentissage et à l'évaluation. Je dirais aussi, un des défis, c'est de s'adapter. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, mais que les enseignants, on est obligé, pas juste les enseignants en fait, tout le monde doit s'adapter. Les étudiants aussi doivent s'adapter. Et même tout le personnel administratif qui doivent s'adapter. On en a eu plein de témoignages cet été aussi dans les différentes formations qui s'offrent et dans les cours et dans la rapidité de planification des cours. Donc, un des défis, c'est de travailler ensemble, mais d'être capable aussi de s'adapter rapidement à cette situation-là. Ça exige une grande humilité, ça exige de la souplesse aussi de la part de tout le monde, en fait. Intéressant. Effectivement. Puis toute la dimension humaine, relationnelle qui se vit en présentiel, ça demande quand même une adaptation pour le vivre. Ça demande en même temps de la créativité aussi. Oui, S'adapter, absolument. c'est aussi être créatif, puis aller chercher partout où est-ce que En fait, moi, je dirais, des fois, je dis à des collègues, je dis, mais je prends ça dans le sens où, voilà une occasion parfaite pour revoir ce que je fais, puis repenser mes pratiques. Le défi, ça peut être stimulant, ça peut être effrayant, ça peut être déstabilisant, mais ça peut être aussi tellement stimulant. Absolument. Alain, des Ouais, défis? je compléterais. Est-ce qu'il en reste? Oui, je pense pas qu'il en manque de défis. J'en ai laissé à Alain. Je vous dirais que je vais être pragmatique dans mon expérience d'enseignement. Je donne des cours sur la formation à distance, évidemment à distance. Donc, je suis quand même assez cohérent là-dessus. Il y a quelque chose qu'on sous-estime parfois en tant qu'enseignant et c'est sur l'idée d'apprendre à distance. Nos étudiantes et nos étudiants parfois ne sont pas habitués d'apprendre à distance parce que ce qu'il y a d'implicite dans une classe où, aux premiers abords, même si on met en place des approches actives, à distance, on est isolé, on est seul. Hein? Donc, il ne faut pas sous-estimer l'apprentissage de nos étudiantes et étudiants sur la formule du cours, nos modalités, qu'est-ce qui est implicite, explicite, le rapport entre les différents scénarios pédagogiques, jusqu'où je dois aller. Et ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps avant de prendre le rythme. Et apprendre à distance, surtout si c'est une première expérience, bien là, à ce moment-là, ça demande quand même un accompagnement qu'il ne faut pas négliger. Donc, ça, c'est évidemment à considérer comme défi, si je peux dire, pragmatique pour arriver à mettre en place des mécanismes là, qui vont favoriser la réussite de nos étudiants. Un autre élément maintenant, je me place cette fois-ci du côté des enseignants. Pour l'enseignant, un cours magistral qui fonctionne, je le disais un peu tout à l'heure, hein, l'enseignant est souvent dans sa zone de confort parce qu'il y a aussi une infrastructure autour qui fonctionne. Cette infrastructure-là qui fonctionne dans ce cadre de cours-là, si on peut dire, c'est tout ce qui est service de soutien aux étudiants. Il y a une vie de campus aussi qui n'est pas reproductible facilement dans le cadre d'un cours à distance. Et aussi, dans un cours en présentiel, il y a les échanges spontanés et aussi avec les collègues étudiants et les enseignants. Donc, ça, c'est souvent pas possible. Et je pense qu'à distance, c'est un défi d'essayer de mettre ça en place. C'est ce qu'on appelle cette idée-là de créer de la présence à distance.
Donc, il y a différents travaux qui ont vraiment bien explicité ça. Entre autres, ceux de Garrison, que je trouve intéressants. Je n'entre pas dans les détails, mais l'idée de créer de la présence, c'est entre autres sur le plan cognitif. Donc, s'assurer que c'est dans l'idée que les apprenants puissent construire évidemment des connaissances. Il y a la présence éducative aussi, c'est le rôle des enseignants, entre autres dans le design d'activités et d'atteindre les objectifs d'apprentissage, mais il y a aussi la présence sociale, donc la capacité des apprenants à se retrouver dans tout ça, autant entre eux, mais aussi avec les enseignants. Donc, tout ça, ça reste des aspects relatifs, selon moi, à des défis vraiment importants qu'on doit tenir compte quand on est à distance. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la question initiale sur les bonnes pratiques. Comment arriver à mettre tout ça en œuvre de façon adéquate? Bien, je pense que c'est en s'inspirant d'une démarche de design pédagogique, notamment la phase d'analyse. On va se poser toutes ces questions-là au départ. Donc, en se posant toutes ces questions-là au départ, c'est là qu'on va peut-être mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir favoriser l'apprentissage de nos étudiantes et étudiants. Et aussi, c'est dans l'idée que quand on est en présence, c'est facile, ma consigne n'était pas claire, je vais me reprendre, je vais répondre, je vais préciser certains éléments, certains concepts, mais à distance, on n'a jamais cette deuxième chance-là, surtout quand on est en asynchrone, surtout quand on a fait des scénarios pédagogiques. Et même quand on est en direct, en synchrone, parfois, les caméras sont fermées, on ne voit pas. Si on a des petits groupes, on pourrait voir un petit peu le non-verbal, mais il faut vraiment se forcer pour les petites vignettes, mais quand c'est un grand groupe, là, c'est carrément impossible. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut s'assurer qu'on puisse bien répondre là, à ces différents besoins-là qui sont faciles là, en présentiel, mais ça reste un bon défi finalement quand on est à distance. Mais pas impossible et aussi, il y a quand même des expériences éducatives fort intéressantes, notamment par rapport aux présences. Quand ça c'est optimisé, mais là, on s'assure qu'on crée une bonne communauté d'apprentissage en ligne. Puis à ce moment-là, il peut y avoir des expériences là, tout à fait positives. Oui, c'est effectivement. Je le vis personnellement. Mon fils a débuté son cégep entièrement à distance, donc ne connaît personne d'entrée de jeu et étrangement, avec les cours en distance, il s'est déjà fait des nouveaux amis, des nouveaux collègues de travail. Alors, c'est assez impressionnant, je peux en témoigner. Très intéressant. J'arriverai maintenant aux obstacles que les enseignants doivent surmonter en enseignement à distance. Alors, peut-être vous entendre sur ces obstacles-là pour les enseignants là, qui c'est pas, je pense que c'est pas une mince tâche. Alors, je vous écoute un petit peu, Diane. Je recommence avec Diane. Oui. C'était prévu que ce soit Alain, mais c'est pas grave. Ça peut être Alain. J'ai pas dit si Alain veut... Aucun problème. Dans les obstacles, en fait, il y a beaucoup de choses. Moi, je m'intéresse en partie à l'évaluation et ma réponse va aller un peu en ce sens-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de transformation. Il faut le faire aussi pour nos pratiques évaluatives. Fait qu'un des obstacles, c'est l'évaluation. On l'a vu, on le voit là, dans les journaux, on en entend partout ces jours-ci, tous les enjeux liés autour du plagiat. Tout ça, bien sûr, c'est un gros obstacle qui est lié aussi partiellement, hormis tous les aspects sociaux de ça, mais qui est aussi lié partiellement, je reviens souvent là-dessus, mais au manque de formation des enseignants en évaluation. On a tendance à reproduire les pratiques évaluatives qu'on a déjà eues quand on était nous-mêmes étudiants. Et comme je le disais tantôt, sans vraiment savoir quels sont les tenants et les aboutissants et les conséquences aussi, et les causes aussi de ce qu'on fait dans nos pratiques évaluatives. Pour certains enseignants, évaluer sans faire d'examen, c'est juste pas possible, alors qu'il y a une multitude de façons d'évaluer autre que l'examen. Je ne dis pas que l'examen, c'est pas correct. Au contraire, un examen peut très bien, mais il faut qu'il soit bien fait, peut très bien fonctionnel. Mais donc, il y a toute cette partie-là liée à la fois aussi à la formation. Donc, il y a des enjeux sur le plagiat, des enjeux aussi d'alignement pédagogique. S'assurer, et Alain en a parlé avec le design pédagogique, c'est ça que ça fait, ça s'assure qu'on est cohérent
qu'on a une grande cohérence. Donc ça, c'est un obstacle parce que c'est pas facile de monter un cours complet à distance tout en ayant cette cohérence pédagogique-là qui est présente. Mettre en place des approches actives, c'est pas simple non plus. Ça demande de lâcher prise un peu aussi sur, je vais appeler ça, sur l'espèce de contrôle qu'on a comme enseignant de notre cours et de notre classe. Quand on adopte des pratiques, des pédagogies actives, il y a un peu d'imprévu qui se passe aussi. On ne peut pas tout planifier. Et je reviens à la recherche, c'est un peu aussi ça. Ça va aussi, ça alimente une certaine recherche aussi des pratiques. Mais dans la distance, on est obligé de laisser une part à l'étudiant. On est obligé de leur faire confiance minimalement, de les responsabiliser aussi. Ça, c'est des obstacles, en fait, parce que ça demande du temps. Alain en a un petit peu parlé aussi, mais ça demande du temps pour être habile à faire toutes ces choses-là. Et puis, ben, il y a les interactions, les obstacles. Un des obstacles importants, c'est les interactions aussi entre les enseignants et les étudiants. Repenser les façons de faire pour susciter la collaboration. Ça revient encore à cette espèce de lâcher prise qu'un enseignant peut avoir. Quand il y a de la collaboration, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'ils apprennent concrètement, des fois. On ne sait pas non plus comment ça va se passer. Puis là, il faut revenir. Fait que ça demande, en fait, les défis et les obstacles sont liés. Hein. Ça demande aussi un travail réflexif sur ses propres pratiques en même temps. Fait que ça, c'est un autre défi, je pense. C'est un autre obstacle que les enseignants ont. Je ne vais pas te les dire, je vais t'en laisser, Alain. Oui, c'est comme les défis, il y en a plusieurs, mais les oui, ils sont liés. Ouais. Moi, je l'aborderai avec deux perspectives. Une première perspective assez pragmatique. J'ai étudié des différents articles scientifiques sur les obstacles que les enseignants rencontraient à l'utilisation du numérique de façon générale. On s'entend, en 2020, la formation à distance, on pourrait plutôt appeler ça la formation en ligne. Donc, tout ce qui est le recours au numérique pour soutenir les apprentissages, je pense que les deux sont évidemment très bien reliés. L'étude des différents obstacles par décennie que j'ai fait, dans les années 90, on retrouvait trois types d'obstacles. C'était le manque de temps, le manque de ressources et de formation, et aussi l'accessibilité. Dans les années 2000, des recherches aussi, revues de littérature, on ne va pas trop se surprendre qu'ils ont relevé aussi encore le manque de temps, le manque de ressources et de formation et de soutien, et aussi l'accessibilité. Dans les années 2010, encore la même chose. Donc, si on garde cette tendance-là, dans les années 2030, je pense que ça va être la même chose. Ce qui fait que ma réflexion par rapport à tout ça, les différents obstacles qu'on rencontre, mais je pense qu'ils sont davantage reliés à ce que Marcel Lebrun de l'Université de Louvain-la-Neuve mentionne en Belgique. Lui, il parle de fossilisation de la pratique pédagogique. Moi, je pense que c'est un changement de posture qui empêche un peu tout ça, parce que le manque de temps, on va toujours manquer de temps. C'est assez clair. Il va toujours nous manquer quelque chose. Et le soutien, formation, ressources, évidemment, on veut toujours en avoir un peu plus. Donc, je pense que cette idée-là de fossilisation de la pratique pédagogique questionne directement la posture de l'enseignant. Et c'est d'autant plus vrai aussi en formation à distance, puisque le rôle de l'enseignant change. Et ça, pour moi, c'est un obstacle tant que l'enseignant ne change pas en quelque sorte sa posture. Il va rester l'expert de contenu quand même, sauf qu'il va occuper un rôle différent plutôt en tant qu'accompagnateur, en tant que guide. Certains le font bien aussi en présentiel, mais je pense qu'à ce niveau-là, ce rôle-là doit vraiment être explicite, puis à ce moment-là, cet obstacle-là, une fois qu'il est franchi, là, je pense que là, on peut se questionner ce que Diane parlait tout à l'heure, notamment sur les interactions dans le cadre de notre cours. Il y a des travaux, entre autres, de Moore qui a présenté une des premières théories de la formation, la première théorie de la formation à distance, la distance transactionnelle, mais lui, il questionne aussi beaucoup les interactions et l'autonomie. Donc, les interactions entre apprenant et le contenu, entre apprenant
et l'enseignant, mais aussi entreprenant et apprenant. Donc, tout ça, ça implique évidemment un changement chez l'enseignant. Et évidemment aussi, de façon plus pragmatique, et ce que j'ai remarqué, à ce niveau-là, j'avais prévu un petit truc, mais j'y reviendrai. Mais ça implique un changement de représentation aussi parce que souvent, au-delà du fait que certains ont adopté des approches actives en classe, ben, les représentations qu'ils ont de la formation à distance, notamment en termes de qualité, elle est souvent pas tellement étayée par des données scientifiques. Pourtant, il y a quand même quelques recherches, notamment des méta-analyses. Hein. Oui, on peut critiquer les méta-analyses, hein, on ne tient peut-être pas compte de toutes les variables, et ainsi de suite, mais ça reste que ces représentations-là sont aussi ancrées sur la perception de ce qu'est la formation à distance versus la formation en présentiel. Et les travaux assez récents de Means, entre autres en 2009, où on a noté que la distance sur certains indicateurs, notamment l'apprentissage, était supérieure au présentiel et la formation hybride également, avec des différences modestes, vous allez dire, mais ça montre que finalement, une bonne formation à distance de qualité favorise également les apprentissages. C'est assez clair là, au niveau de la recherche. Là. Donc, tout ça, je pense que c'est pas mal de petits éléments sur lesquels on doit travailler pour arriver à changer la posture de l'enseignant, mais également les représentations qu'ils ont de la formation à distance. Puis souvent, les représentations, hein, quand je questionne ceux qui résistent un peu, hein, des fois, on rencontre des enseignants, puis ils tiennent position par rapport à ce qu'ils connaissent bien au présentiel, par rapport à ce qu'ils connaissent peut-être peu par rapport à la formation à distance. Puis quand je leur pose la question, ouais, ben, est-ce que tu as déjà suivi une formation à distance? Ben, oui, mais pas beaucoup, ou non, pas du tout. Parfois, ça peut arriver que l'expérience ne fut pas concluante. Hein, ça ne veut pas dire aussi que toutes les formations à distance sont bonnes, mais aussi, c'était des trucs qui étaient rapportés par d'autres. Donc, je trouvais que c'est assez important de travailler sur ces représentations-là pour pouvoir aussi permettre éventuellement un changement de posture et peut-être éliminer quelques obstacles. Intéressant. Je me permets peut-être une dernière petite question. Puis si je rappelle aux participants que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans le clavardage. Je vous amène du côté des, puis là, soyez très à l'aise, là, du côté des étudiants qui auraient certaines vulnérabilités de plus en plus présents au niveau collégial et universitaire où certains étudiants ont des adaptations, ont droit à certaines adaptations. Est-ce que l'enseignement à distance vient aider, complexifier pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez dans vos cours? Je vous pose la question. Là, au niveau des élèves qui auraient certaines vulnérabilités, l'enseignement à distance, ça fragilise encore plus ou il y a des avantages? Je vais te laisser démarrer, Alain, sur ça. Ben, je vous dire que peut-être un peu des deux. Hein, les étudiants qui sont anxieux, justement, on en parlait dans les médias hier, les demandes d'aide, notamment au collégial, ont bondi. Hein. Donc, tout ce qui est soutien psychologique, et je le mentionnais tout à l'heure, hein, on ne peut pas reproduire la vie de campus en ligne. Donc, là-dessus, ben, évidemment, je pense qu'il faut s'assurer de mettre des moyens en place. Je sais qu'ici à l'UQAM, il y a des services hein, qui se sont rapidement développés justement pour soutenir les étudiants. De façon maintenant plus spécifique pour les besoins particuliers, c'est-à-dire tous les travaux qui avaient été faits, entre autres au secteur des jeunes, notamment sur les aides technologiques, je pense qu'on a quand même des outils déjà là qui sont favorables, puis que l'enseignant peut aussi, sans autre intervention, mettre en place. Donc, toutes les versions numériques pour un cours en ligne, on s'entend qu'ils sont disponibles. Donc, les étudiants peuvent utiliser des synthèses vocales. Si on a placé des documents Word, peuvent grossir. Aussi, avec tout ce qui est Zoom, PDF, puis tout ça, on peut grossir. Puis à ce moment-là, on peut s'approprier aussi les contenus de façon en fonction, évidemment, de son besoin.
Donc ça, je pense qu'il y a tous ces éléments-là qui sont déjà en place. Donc, ça, c'est des aspects qui sont favorables. Puis aussi, je pense que bon, si on veut répondre à des besoins pour évaluer adéquatement, les travaux d'évaluation, notamment contenu ouvert, bien, je pense que aussi c'est favorable à la différenciation pédagogique. Donc, on met en place aussi des conditions gagnantes là-dessus, à mon avis. Et aussi, si on s'éloigne de tout ce qui est transmission de connaissances, puis tout ça, et qu'on permet aussi en asynchrone le temps pour les étudiants pour qu'ils puissent préparer leur texte, leur discours, pour pouvoir échanger dans un forum, parce qu'on a le temps de se relire. Bien, ce sont peut-être eux qui n'intervenaient pas en classe aussi pour lever la main puis aller intervenir spontanément. Donc ça, je pense que ça laisse la place à des élèves aussi qui sont potentiellement pas, en tout cas, qui prennent peut-être pas facilement leur place là, en présentiel. Mais j'ajouterais 2 petits détails dans tout ce que tu nommais tantôt, Alain. Moi, j'ajouterais le temps aussi. Tu sais, on peut, avec le fait de pouvoir être en asynchrone, l'étudiant a plus de temps. Il y a le temps qu'il veut, en fait, pour faire les exercices, les travaux, les devoirs, les examens, tout ça. Fait qu'il peut s'adapter, en fait, plus facilement dans cette idée de temps. Il peut le faire à répétition aussi, au besoin. Fait qu'on peut prévoir ça aussi dans les outils numériques qu'on utilise. Alain a un petit peu parlé, mais je voudrais parler de la collaboration aussi. On peut essayer d'utiliser davantage la collaboration, de leur faire des activités de pédagogie active en collaboration. Fait que ça permet c'est sûr que ça leur demande une certaine autonomie, mais ça peut pallier un petit peu le fait de l'anxiété puis de l'isolement qui semble à prime abord affecter certains étudiants. Puis mon troisième élément, c'est ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du handicap. Ça dépend de la vulnérabilité, oui. Ça dépend de la situation d'étudiant, ça dépend dans quel contexte il se trouve, ça dépend de l'enseignant, ça dépend du contexte, ça dépend des pratiques, ça dépend des activités qu'il peut faire. Fait que, je pense que il y aura certainement du cas par cas, à faire aussi. De là, j'y reviens, mais là, je pense que je vais être fatigant, une bonne démarche de design pédagogique. Où on considère en amont ces caractéristiques-là de nos étudiants et étudiantes là, dans le cadre de nos cours. Là. Puis aussi, je pense que prévoir un scénario pédagogique en classe où il y a un examen de rédaction, par exemple. Mais l'examen de rédaction à distance peut se faire très bien aussi, sauf qu'au lieu de donner 3 heures pour le faire, on peut donner les consignes et le travail est à remettre le lendemain ou dans 2 jours, étant donné que les contenus sont ouverts, ça pose souvent pas très... en tout cas, il n'y a pas de problématique de plagiat. Là. Bon, vous allez me dire, c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire, puis tout ça, mais... oui, mais il y a des moyens pour contourner ça. Exactement. On fait cette action-là ou cette activité-là, puis le moyen de le contourner, c'est de leur demander, par exemple, de nous faire une mini-capsule de 2 minutes qui nous explique la réponse. Donc là, on a l'étudiant filmé, puis on a sa réponse à l'oral. Donc, on peut savoir est-ce qu'il l'a fait faire par quelqu'un d'autre ou il est quand même capable de répondre à 1 ou 2 questions qui seraient l'équivalent, par exemple, de questions d'examen. Il y a des moyens, mais comme Alain l'a dit, il faut qu'ils soient bien planifiés et cohérents. Excellent. Oui, tout à fait. Écoutez, je crois que j'ai un petit problème technique pour les questions qui pourraient être adressées au niveau du clavardage. J'ai vu sur une autre plateforme apparaître une question, si c'était possible pour vous de rendre disponible en termes de bibliographie les ouvrages ou les chercheurs qui ont été cités dans notre petit webinaire. Alors, je suis certain que ça sera possible de le faire. Alors, écoutez, ça paraît pas, mais ça fait déjà presque 45 minutes que l'on échange. C'est très intéressant. Je vous remercie grandement de cet échange, Diane et Alain. Ça a été vraiment intéressant. Donc, ça compléterait pour nous un peu notre discussion. Évidemment, sur les différentes plateformes de clavardage, n'hésitez pas à poser vos questions et on ira
tenter là, d'y répondre le mieux possible. Malheureusement, je crois que j'ai un petit problème technique, mais on pourra y revenir avec certaines réponses aux besoins. J'en profite encore une fois, merci Diane et Alain pour cet échange fort intéressant. Et j'en profite pour rappeler à notre auditoire que le prochain webinaire aura lieu mardi, le 17 novembre prochain, toujours à 17 h. Le thème abordé, alors, diversité et inégalité, en contexte de pandémie. La professeure du département d'éducation et formation spécialisée, Geneviève Audet, viendra nous parler de la diversité ethnoculturelle, des inégalités en contexte de pandémie et de la relation école-famille immigrante. Alors, c'est un rendez-vous le 17 novembre prochain à 17 h. Encore une fois, peut-être un petit mot de la fin, Diane ou Alain. Diane? Moi, je dirais bizarrement, profitez-en. Profitez de la situation actuelle pour plonger dans de la nouveauté, être créatif. Absolument, je suis tellement d'accord. Des questions, Martin, dans la... Oui, on vient effectivement, là, on dirait que ça a comme débloqué, c'est une bonne chose. La technologie, il y a toujours une solution, alors c'est excellent. Alors, écoutez, effectivement, sortons de la boîte un peu, allons-y avec de la créativité, je suis entièrement d'accord. Et osons, je vais le dire comme ça, osons, ça vaut la peine. Alors, un immense merci pour cet échange et au plaisir de se retrouver dans différents contextes. Je rappelle notre prochain rendez-vous mardi 17 novembre prochain à 17 h. Diversité et inégalité en contexte de pandémie. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Et au plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci.